Europe 1. Pierre de Villeneuve, vous recevez Thomas Mesnier, député La République En Marche de Charente et rapporteur du projet de loi santé. La loi Ma Santé 2022 qu'Agnès Buzyn a initiée, qui passe en commission dès ce matin, non pas dès ce matin, mais le 11, donc lundi prochain, projet chiffré à près de 3,5 milliards d'euros. Bonjour Thomas Mesnier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre métier initial, c'est d'ailleurs médecin urgentiste, vous connaissez bien ces sujets. C'est vous qui les défendez devant les députés. Le vote aura lieu à partir du 18 mars. Pour la première fois en France, on passe à l'acte sur la suppression du numerus clausus. Que répondez-vous à ceux qui disent au mieux que ça n'augmentera pas le nombre de médecins et au pire à ceux qui disent que la médecine est trop complexe pour ne pas faire la sélection dès la première année? Que toutes les prévisions mettent en jeu qu'on va augmenter le nombre de médecins formés d'environ 20%, en se basant vraiment sur les capacités de formation des facultés, sur les besoins aussi au plus près des territoires en médecins, et qu'on veut diversifier le profil de nos futurs médecins. On les sélectionnait, et je l'ai vécu, par QCM à coup de bachotage et de chimie physique qui nous servait plus juste après. Là, il est question de diversifier vraiment les profils en essayant de voir les capacités relationnelles, d'empathie humaine en fin de compte, qui sont vraiment les qualités premières d'un médecin. Mais ça n'a plus rien à voir justement avec la médecine. Il y aura aussi faire venir des gens du droit, de l'histoire, de la philo. Il y aura aussi une base scientifique, c'est évident. Il n'est pas question d'avoir une formation au rabais, mais justement de diversifier les profils. Et je pense que la médecine aurait tout à y gagner. Comment est-ce qu'on les sélectionne, ces candidats justement qui viennent d'autres filières, qui arrivent ensuite en deuxième année? L'idée, c'est qu'il y a en gros une moitié qui passe toujours par une filière très scientifique et une autre moitié qui arrive des autres filières, que ce soit droit, que ce soit histoire, que ce soit plusieurs choses, au cours desquelles en première année ils auraient une mineure santé. Ils passeront des examens en commun à la fin. C'est-à-dire je fais une première année de droit avec une mineure santé. Exactement. D'accord. Et ensuite j'arrive et je passe le fameux QCM ou on remplace le QCM? Alors il y aura probablement des QCM, mais pas que. Et puis l'idée, c'est aussi de mettre en place un oral pour justement voir au mieux les capacités humaines des candidats. Quelle est la part de ces élèves? Est-ce qu'on a une idée du ratio de ceux qu'on va garder et puis ceux qui font vraiment médecine? Ceux qui on veut augmenter le nombre de médecins formés d'environ 20%. Et l'idée, c'est que tous ceux qui ne passeront pas le cap de cet examen puissent continuer dans leur licence et ne pas perdre leur première année d'études, comme c'était le cas avec le gâchis humain qu'on connaissait. Et puis 25 000 étudiants exactement, par an. et puis aller vers d'autres métiers, les nouvelles professions de santé qui sont en train d'émerger. 25 000 par an, qui sont d'ailleurs d'excellents lycéens et qui ensuite se retrouvent retoqués en première année. Thomas Mesnier, vous allez déposer un amendement important dans cette loi. Il consiste à permettre aux pharmaciens de délivrer certains médicaments normalement prescrits sur ordonnance par les médecins. C'est quoi le but? Le but, c'est d'améliorer l'accès aux soins. Moi, dans ma vie d'urgentiste, il y a encore pas si longtemps que ça, tous les jours, je voyais des gens qui venaient aux urgences pour des petites pour maladies du quotidien, l'angine, la cystite, la conjonctivite, des choses qui nécessitent absolument pas le plateau technique des urgences et pour lesquelles, bien souvent, ils avaient du mal à avoir une consultation rapide chez leur médecin traitant, quand ils en avaient encore un, parce que ça devient de plus en plus difficile. L'angine, c'est un peu complexe, non? Non, par exemple, sur l'angine, il y a un petit test avec le petit coton-tige qu'on vous met au fond de la gorge qui permet de savoir si c'est bactérien ou pas, s'il faut des antibiotiques ou pas. Et ça, le pharmacien peut le faire? Exactement, le pharmacien a déjà le droit d'en avoir dans sa pharmacie, mais n'a pas le droit de les utiliser. On marche sur la tête, et l'idée, c'est de pouvoir faire ce test-là, et en fonction de prescrire les antibiotiques selon protocole. Oui, alors, sous protocole, ça veut dire quoi? Ce protocole, ça veut dire qu'on a une autorité de santé en France qui valide toute... Laquelle? La Haute Autorité de Santé, c'est son nom. On peut très bien envisager qu'elle bâtisse un protocole selon certaines pathologies, donc par exemple l'angine, mais pas que, pour dire en fonction du résultat du test, il faut donner ça. Si allergie à cet antibiotique, il faut donner celui-là. Exactement ce que suivent aussi les médecins sur certaines pathologies. Et je pense que les pharmaciens ont toute compétence pour faire de même. Où est-ce que vous placez le curseur entre le rôle du médecin, puisque vous énervez les syndicats de médecins, et le partage des tâches entre les professionnels de santé? Il n'est pas question du tout de revoir le rôle des différentes professions. Je pense tout simplement que le médecin doit rester le pilier du parcours de soins. Le médecin traitant est essentiel. C'est-à-dire qu'il est au courant quand le pharmacien fait quelque chose? Bien sûr, il est évident que le pharmacien sera obligé de transmettre au médecin du patient. D'ailleurs, tout est recentré, comme les ordonnances, tout ça, ça va être numérisé? Oui, alors ça, on en parle assez peu, mais dans la loi, on a l'entrée de notre santé dans le 21e siècle, avec notamment la prescription
seront informatisées, dématérialisées, c'est-à-dire que vous sortirez avant la fin du quinquennat sans ordonnance papier de chez votre médecin traitant, et vous pouvez imaginer que le pharmacien aura déjà préparé vos médicaments avant d'arriver. Ça va avoir des enjeux assez notables dans la vie. Quand vous partez en week-end en vacances, que vous avez des médicaments que vous n'en avez pas pris assez pour la durée du séjour, vous pourrez très bien vous faire dépanner dans la pharmacie du coin. C'est un vrai plus, et surtout, il y a encore des médecins qui prescrivent à la main avec toujours les difficultés de lecture qu'on connaît pour les pharmaciens. Ça permettra d'éviter tout ça. Thomas Mesnier, pas 36 moyens de lutter contre les déserts médicaux. Vous allez donc revoir en profondeur la carte hospitalière. On va se retrouver face à 3 types d'établissements: proximité, chirurgie, maternité, enfin les sites plus complexifiés. Est-ce que ça veut dire, c'est même pas une question, ça veut dire que certains services vont fermer? Où, quand, comment? Ça veut dire que on va réinvestir dans 500 à 600 hôpitaux en France pour donner des moyens de biologie, pour donner des moyens de radiologie, alors que dans bien des hôpitaux, soit il y en avait plus, soit c'était dans un piteux état. Et je pense vraiment aux hôpitaux près de chez nous. Non, on les garde et on réinvestit dedans. En revanche, effectivement, comme à l'école, il y a des ouvertures et des fermetures de classes, et il y a aussi des ouvertures et des fermetures de services pour être vraiment au plus près des besoins. Vous, l'urgentiste, vous n'avez eu aucun émoi lorsque la maternité de Saint-Dié a fermé le 31 décembre? Moi, j'ai aucun problème à assumer, et je pense que c'est justement un problème que ça n'ait pas été fait avant. Je crois qu'il faut assumer que quand la qualité et la sécurité des soins n'est pas au rendez-vous dans un service, et c'était le cas, il faut assumer de fermer ces services. Ouais, et même quand vous avez entendu l'histoire de cette habitante de Châtillon-en-Diois dans la Drôme qui a perdu son bébé le 18 février, justement parce que Saint-Dié était à 15 km de chez elle, elle a dû faire 90 km pour aller jusqu'à Montélimar, l'hélico est arrivé en retard, finalement elle a perdu son bébé. C'est quoi, c'est un cas isolé? On aura toujours des histoires, et malheureusement ça peut arriver quand la maternité est juste à côté de chez vous. Je ne sais pas ce que ça aurait donné dans le cas où la maternité aurait été à 15 km. On aura toujours des histoires difficiles pour ça. Quoi qu'il arrive, il y a les hélicoptères, il y a les SAMU. J'ai moi-même fait bon nombre d'accouchements au domicile il n'y a pas si longtemps que ça. Mais que dites-vous aux mères qui maintenant ont peur d'accoucher parce que la maternité est trop loin? Moi, je leur réponds que quand la maternité est juste à côté, mais qu'en fait on n'est pas capable de s'assurer qu'il y ait tous les jours un anesthésiste ou un gynécologue obstétricien pour faire votre accouchement, vous n'êtes pas plus en sécurité. Dernière question, Thomas Mesnier, quel avenir pour vous si Agnès Buzyn porte le drapeau de la République En Marche pour les européennes? Vous êtes le futur ministre de la Santé? Voilà, moi je suis le rapporteur général du projet de loi. Mais vous le rapportez bien, donc vous êtes au courant. C'est à vous de juger, c'est gentil. Je le travaille avec passion. Agnès Buzyn est une excellente ministre, aussi technique que politique, qui connaît parfaitement ces dossiers. Je conçois tout à fait que des gens souhaitent la voir à l'Union européenne. Moi, j'ai grand plaisir à travailler avec elle. Ça serait une perte pour vous? C'est une excellente ministre de la Santé, mais je conçois tout à fait que d'autres veulent appeler sa compétence à l'Europe. C'est une réponse. Merci Thomas Mesnier. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.